de par les rencontres que je fais, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui soit plus porté sur l'art que la performance sportive. Et voilà, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec Fabien Mayerhofer. Euh, que voilà, lui, quand il était dans les grosses années du freestyle, il fallait être très propre avec des grabs, avec des figures assez stylées, de l'amplitude, etc. Et aujourd'hui, dans le freeski, alors je passe pas du freestyle, mais je parle plus du freeride, on est plus dans un moment où il faut sauter loin, haut, euh, faire le plus de rotation, mais on parle pas de style, de propreté, d'amplitude. Et voilà, moi, je pense, j'aimerais bien que le freeski il revienne un petit peu dans cette direction-là, où on essaye de faire des choses classes et pas des choses seulement grosses. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. « 22 février 2023, en France, le record historique de 32 jours sans pluie vient d'être atteint. Cette sécheresse hivernale met à mal les nappes phréatiques pour l'été. Serait-il temps d'être conscient que le mur est tout près ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du Camp de base. Dans ce 23e épisode, nous partons ensemble à la rencontre de Gaëtan Gaudissart. Dans sa nouvelle série Conscience, dont la diffusion a commencé en décembre 2022 et qui fait suite au film du même nom, Gaëtan se donne la mission d'emmener le public à la rencontre des sportifs qui s'interrogent sur la protection de l'environnement et sur leur pratique de la montagne de demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Et n'oubliez pas, de nombreuses ressources supplémentaires sont disponibles sur le blog www.campdebase-podcast.com. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le camp de base. Eh bien, avec plaisir. Question fil rouge de ces saisons justement au camp de base. C'est où ton camp de base et il est composé de quoi ? Eh ben moi, mon camp de base, pour le moment, il est à Sainte-Foy-en-Tarentaise. Et donc, je dirais qu'il est composé de mon petit appartement entouré de plein de belles montagnes. Est-ce que tu fais partie de ces sportifs qui voyagent beaucoup ou est-ce que justement tu restes dans les Alpes ou en Europe ? Alors, je voyage beaucoup, mais autour de chez moi. Parce que pour faire des belles phrases, le voyage est un état d'esprit. Joli. Est-ce que tu peux me raconter un peu peut-être ton parcours ? T'as grandi où toi ? Alors moi, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, donc à Embrun, donc pas très loin de Grenoble finalement aussi. Et puis voilà, je suis un enfant de la montagne, j'ai fait beaucoup de ski. Et puis après, comme beaucoup, je suis parti faire des études, donc à Chambéry, puis à Lyon, puis à Belfort. Et puis après, j'ai décidé de me rapprocher de la montagne. Donc voilà, et puis ça m'a amené à maintenant habiter en Savoie. Et qu'est-ce que tu as fait alors comme étude ? Alors j'ai fait un DUT en sciences et des matériaux au Bourget-du-Lac et après une école d'ingénieur à l'INSA à Lyon. Ok. Plutôt atypique pour un skieur professionnel maintenant. Ouais, ça veut dire que tu es ingénieur. Est-ce que tu travailles toujours en tant qu'ingénieur ? Non, pas du tout. En fait, je travaillais un peu dans l'industrie automobile et puis après c'était pas du tout un milieu qui me correspondait. Et voilà, j'ai cherché du boulot dans le sport et j'en ai pas trouvé. Du coup, je fais du boulot dans le sport maintenant, mais pas dans l'ingénierie. Ok, donc c'est un milieu en fait que tu as complètement quitté. Ouais, c'est un milieu que j'ai complètement quitté, mais finalement aujourd'hui, en tant que skieur professionnel, je le raccroche, on va dire petit à petit, puisque je me retrouve de nouveau à rentrer dans les boucles de développement de matériel. Donc voilà, finalement, est-ce que c'était pas écrit que j'allais le raccrocher comme ça? On verra bien dans les années futures. Ok. Et qu'est-ce que tu fais là comme travail ? Et du coup, je me dédie de plus en plus donc à cette partie de skieur professionnel et réalisateur, création de contenu, avec Conscience le film, maintenant Conscience la série que tu as pu visionner. Puis à côté de ça, je fais aussi un peu moniteur de ski et charpentier pour finir les fins de mois, comme ils disent. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas les paysages qu'on retrouve à Sainte-Foy-Tarentaise ? Alors à Sainte-Foy, c'est un petit peu c'est la Haute-Tarentaise, donc c'est un peu la fin de la vallée de l'Isère. Et moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est un endroit où la vallée, elle se resserre
et elle devient très encaissée. Donc moi, j'habite donc à Sainte-Foy au village. On est au pied de l'Aiguille Rouge, au pied du Mont Pourri, au pied du Turia. Donc c'est des montagnes qui sont à 3002, 3600 mètres d'altitude. Voilà, de l'autre côté, il y a l'Aiguille qui est aussi à 3000. Et en fait, c'est assez encaissé. Et donc moi, j'aime bien, ça donne une profondeur, une verticalité dans le paysage et où on arrive en un coup d'œil à voir tous les étages de la végétation avec voilà ces forêts de feuillus qui se transforment en forêts de résineux, qui se transforment en alpages, avec les paysages qui deviennent beaucoup plus lunaires, rocailleux et qui finissent près du ciel avec les glaciers. Donc je pense que j'ai fait un beau panorama en tout cas de moi ce que j'aime regarder et pourquoi aussi je me sens bien dans cet endroit-là. T'as fait un premier film en 2021 qui s'appelle Conscience. Exactement. Donc tu rencontres des sportifs et vous allez au sommet par des moyens alternatifs. Comment est-ce que c'est venu l'idée de ce film ? L'idée de ce film, il arrive un petit peu dans un cheminement plus ou moins logique personnel, une réflexion sur ce qui m'entoure, environnemental. En fait, voilà, c'est un petit peu la montagne qui m'a procuré cette ouverture d'esprit pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc voilà, ça m'a donné l'intérêt de la curiosité pour comprendre plus en détail le réchauffement climatique, les causes, les conséquences. Et voilà, donc après, je suis arrivé à un moment où j'avais envie de partager tout ça et aussi sûrement d'aller plus loin. Et donc, je pense que j'ai eu besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où j'ai eu donc l'idée de ce film. Parce que du coup, l'idée de ce film, c'est à la fois de partager des réflexions personnelles, mais aussi de trouver des solutions en rencontrant d'autres personnes. Donc voilà, ça a été Liv Sansos, Tony Lamiche et Victor Galuchot, qui sont aussi 3 sportifs professionnels. Et voilà, en fait, ensemble, on a un petit peu partagé nos réflexions et nos petites solutions à nos échelles. Et en fait, donc voilà, ce film, il est né de ce cheminement pour se dire comment aujourd'hui je peux pratiquer mes loisirs et mon métier en faisant de moins en moins d'impact sur mon environnement. Donc en matière de CO2 ou un impact plus général, par exemple sur la faune et la flore, quoi. Comment est-ce que tu as écrit ce film ? Parce que, tu vois, moi, à mon échelle, j'écris aussi pour le son. Et pour le coup, c'est dur, tu vois. Il y a des moments où tu es là devant ta feuille, tu te dis « Merde, je ne peux rien faire ». Comment est-ce que tu as appréhendé l'exercice ? J'ai eu plusieurs inspirations. Tu me diras, je ne suis pas allé chercher très loin. Comme je pense beaucoup de personnes, j'ai beaucoup aimé le film de Cyril Dion qui s'appelle Demain, où il y avait un élan positif énorme. Et en fait, voilà, je dirais que ma première inspiration, c'était de mettre du positif derrière le changement climatique. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est présent et qui va l'être de plus en plus. Et voilà, moi, j'ai envie de tourner ça dans le positif parce que la vie, c'est cool. Sinon, c'est pas drôle. La vie, il faut que ça soit cool. Et donc voilà, ça, c'était ma première inspiration. Donc j'ai commencé à écrire plein de scénarios. Et puis finalement, après, c'est quelque chose qui se fait de manière assez intuitive puisque tu rencontres des gens. Et en fait, le fil rouge de ton film, d'un coup, il devient logique parce que c'est juste la réflexion que tu vis au quotidien. La question que je me suis posée, moi, c'est comment est-ce que vous aviez trouvé les sommets et les massifs dans lesquels vous étiez allés ? Est-ce que c'est parce que, justement, il y avait une facilité à y aller ? Ou est-ce qu'il y avait une envie de dire, en fait, j'ai envie d'aller là-bas et même si ça va être vachement plus dur qu'à côté, j'y vais quand même ? Alors, il y a un petit peu... On va dire que les sommets qui sont, quand je vais rencontrer donc Liv, Tony ou Victor, c'est des sommets qui sont proches de chez nous. Donc entre guillemets facile d'accès, vers lesquels on va en vélo électrique principalement. Pour ma partie, c'est une partie qui s'est déroulée en Suisse. Et donc pour plusieurs raisons, des raisons que voilà, c'est des sommets qui sont à plus de 4000 mètres, qui sont très très esthétiques et qu'on retrouve plus là-bas que chez nous. Donc voilà, il y a eu aussi ce côté-là. Voilà, moi chaque année, j'aime bien partir là-bas et découvrir ces nouvelles montagnes, ces nouvelles vallées. Et aussi, voilà, montrer que c'est toujours possible de voyager différemment. Donc, il y avait tout ça qui était lié et c'est comme ça qu'on est arrivé sur ces montagnes. J'ai rencontré Alicia Sansi là, il y a quelques jours et on parlait des conditions de film sur le Freeride World Tour notamment. Ouais. Est-ce que c'est compliqué matériellement de filmer ce genre de film là on ne veut pas avoir d'impact ?
Oui, alors il y a plein de facteurs. Il y a effectivement le facteur d'impact. Par exemple, voilà, en France, je parlais d'esthétique de montagne. Vers chez moi, il y a la plupart des montagnes qui sont à très haute altitude, sont dans les parcs nationaux. Et donc, dans les parcs nationaux, on n'a pas le droit de filmer. Donc, pour une question de respect de la faune et de la flore. Donc voilà, il y a déjà ça qui est une difficulté pour nous, pour notre métier. Et après, il y a le fait d'être en montagne, parce que ben voilà, il y a le froid, la technologie, ça aime pas le froid. Donc les batteries, il faut toujours les avoir sur nous, il faut enlever les gants, etc. L'humidité, euh, comment on se filme, un drone, pas un drone, etc. Donc il y a ce milieu qui est entre guillemets un petit peu hostile parfois, qui est la montagne. Et donc effectivement, c'est plus complexe de filmer à 4000 que dans un studio, je pense. Ouais, et puis et en plus, tu vois, vous êtes de plus en plus à vous filmer, mais c'est parce que aussi j'ai l'impression que les sondiers comme moi ou les caméramans, que ce soit des femmes ou des hommes, en fait, il y a peu de gens qui sont formés aussi à la montagne, de pas se mettre en danger soi-même et les autres, et de pouvoir filmer en même temps et faire notre travail, quoi. Effectivement, il faut avoir les deux casquettes. Donc moi, je fais équipe avec Alexandre Chambé, donc qui est mon binôme. Et voilà, lui, il a un peu la double compétence de cadreur et aussi de montagnard. Donc effectivement, faut avoir un petit peu ces deux cordes à son arc. Comment est-ce qu'il a été accueilli, ce film Conscience, là, en 2021? Et ben, il a été très bien accueilli. Voilà, quand tu fais un film, tu t'attends forcément à qu'il soit le plus vu. Et puis, donc, il a vraiment bien marché sur Internet. Et puis, on a eu énormément de demandes pour des diffusions. Donc, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui était entre guillemets attendu dans le milieu du ski. Parce que voilà, de par la classe sociale des gens qui font du ski, le réchauffement climatique, c'est pas forcément un sujet quotidien et même loin de là. Et du coup, voilà, en sortant ce film dans ce milieu-là, ben, on s'est rendu compte qu'on a reçu énormément de soutien de la part du public. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs donné envie de continuer aujourd'hui avec Conscience, la série. C'est assez étonnant ce que tu dis là sur le fait que les gens de la montagne, ils n'ont pas l'impression du changement climatique, parce que tu vois, les scientifiques, ils sont assez d'accord pour dire que les milieux montagnards, c'est là où le changement climatique se fait le plus ressentir. Comment est-ce que tu l'interprètes, toi, ça? C'est toujours autour d'en parler avec les bons mots. Je dirais que en fait, les milieux de station sont des milieux qui ont connu un développement économique très 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 rapide, avec le plan neige qui date des années, je sais plus, je crois que c'est 60, 80. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. C'est un peu ça. Et donc finalement, on retrouve à l'heure actuelle, ben voilà, c'est les gens qui ont connu le plan neige, c'est encore des gens qui sont par exemple décisionnaires dans nos stations, et donc en fait qui ont vu toute cette évolution et qui continuent à être dans cette optique-là. Et donc en fait, on est dans des générations qui pensent énormément au développement économique, et même si du coup on est censé être plus proche de la nature et de l'environnement, on voit ces choses-là, beaucoup de gens le voient, mais sont pas conscients des impacts. Donc c'est vraiment une chose qui est différente. Et voilà, on a tous un quotidien, et quand ta vie quotidienne, c'est de pousser le développement économique dans le sens que tu crois le bon, et ben finalement, derrière l'impact, tu le regardes pas. Alors là, on est le 11 novembre. On se rencontre dans le cadre des rencontres Ciné-Montagne. Hier, tu as diffusé ton film au Palais des Sports, le premier épisode de la série, qui retrace la notion en fait de performance avec Matt Cher. Exactement. Donc le Suisse, Matt Cher, qui, comme tu l'expliques dans le premier épisode, il était sponsorisé. C'est vrai que moi, quand j'avais, il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans et que je regardais des films de ski, il y avait cette question de grosses lignes. Alors il y a toujours un élément dans le film de ski qui, pour moi, est la musique, qui est parfois un peu, comment dire, un peu stéréotypique du média. Premièrement, comment est-ce que ça s'est passé hier soir au Palais des Sports ? Eh ben, ça s'est très bien passé. Ça faisait très longtemps que moi, j'avais pas fait de grosses diffusions, et je pense que c'était même la plus grosse diffusion en termes d'audience que j'avais jamais faite. Donc, c'est toujours quelque chose quand on se retrouve au milieu de 4000 personnes à dire bonjour. Et voilà. Et puis finalement, déjà, j'ai vraiment apprécié cet événement des rencontres Ciné-Montagne, dans lequel je trouve il y a vraiment une âme qui est présente, une atmosphère autour de la montagne, et ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, et finalement, c'est quelque chose qu'on ressent quand on présente son film.
Et voilà, je pense que de par les premiers retours du public, les questions, etc., les applaudissements dans la salle, je pense que c'est quelque chose qui a été très très bien reçu, en tout cas, je l'espère. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, la notion de performance, moi, elle m'a beaucoup interpellée. Et surtout, j'ai encore l'impression que les sponsors, alors je peux me tromper, mais j'ai encore l'impression que les sponsors, ils ont tout intérêt à ce que vous fassiez des grosses performances. Comment est-ce que toi, t'es arrivé à travailler avec tes partenaires ? Alors, je dirais que la grosse performance, c'est la crédibilité, entre guillemets. On va dire que pour être sportif professionnel, faut représenter le milieu, une marque, une entité, etc. Donc, voilà, être parmi les meilleurs, ça représente une crédibilité, à tort ou à raison. Je pense que on pourrait en parler pendant longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est instauré. Et voilà, ce qui est dur dans ce que je fais, moi, qui est le freeride en haute montagne, c'est que on est hyper dépendant des conditions. Et voilà, le freeskieur professionnel jusqu'à aujourd'hui, lui, il était tout le temps sur la météo. Et puis quand il faisait beau en Alaska, il allait en Alaska. Il faisait une semaine là-bas, des belles images. Après, il repartait au Japon parce qu'il neigeait là-bas, etc. Et puis il parcourait la planète et il sortait des images assez spectaculaires. Et voilà, aujourd'hui, quand on se cantonne un rayon de 200 km, et encore, je prends vraiment large. Parce que, ouais, même moins. Et voilà, moi, de la manière dont je pratique ce métier, c'est complètement un paradigme différent. Et oui, là on rentre dans une approche où les sponsors, il faut leur expliquer que si cette année on n'a pas fait de film, c'est pas parce qu'on n'a rien fait, c'est juste que il n'y avait pas les conditions. Et ça peut être assez complexe parfois. Ouais. Alors par exemple, ça c'est une notion que j'ai pas du tout. Comment est-ce que c'est quoi le genre de contrat que tu signes avec des sponsors ? Toi, tu t'engages sur un nombre de contenus que tu produis par saison ? Alors moi j'ai de la chance d'être assez libre. Donc en fait c'est moi qui est moteur dans ma carrière, dans les propositions de création de contenu. Donc voilà, c'est moi qui met en place les projets. Et après je vais chercher des financements donc auprès des sponsors pour arriver à les monter. Donc voilà, c'est vraiment moi qui m'engage sur les créations que j'ai envie de faire. Et donc c'est au projet, quoi. C'est pas un package. Exactement, voilà. Donc voilà, moi, c'est ça qui est beau, en fait. Enfin, c'est aussi ça qui me plaît et qui fait du sens. C'est que voilà, je réalise les choses, en fait, d'abord pour moi. Et puis derrière, les marques viennent y coller leur étiquette dessus et les approprier dans de différentes manières. Ouais. Ce qui peut être vraiment chouette parfois aussi, parce que ça peut créer des synergies. Mais voilà, c'est vraiment moi qui est libre de mes créations, de ce que je fais. Ok, on t'a déjà demandé, par exemple, de revoir quelque chose en disant, en fait, là... Non, jamais. Jamais en me disant, non, mais ça, jamais. Après, voilà, je travaille beaucoup avec par exemple, l'association Protector Winter. Et par contre, ensemble, on réfléchit plus à de quelle manière on peut évoquer un sujet. Donc, effectivement, des fois, on peut changer de discours ou se dire, ça, faut pas le dire ou ça, faut le dire différemment. Mais par contre, non, j'ai jamais été censuré ou je me suis jamais, en tout cas, censuré ou bridé pour telle ou telle raison. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller de plus en plus dans une certaine provocation. C'est ce que je voulais faire avec le film Conscience, c'était d'aborder le sujet de manière assez frontale. C'est ce qu'on a fait. On rentre dans une société où il y a des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer, comme politique, comme gauche, comme réserve collinaire, etc. Comme bouquetin. Et comme bouquetin, voilà, reblochon. Et voilà, moi, je pense que voilà, faut quand même assumer ses positions et sans forcément vouloir rentrer dans le conflit, mais défendre ses positions parce que c'est important. Dans le film, on entend Matcher dire que si tu veux faire bien, tu dois te contenter d'un peu moins. Tu prends vraiment une position de l'écologie parce que pendant la vingtaine de minutes que dure le premier épisode de la série, vous vous questionnez vraiment sur finalement la pratique de manière écologique. Ça te met quand même dans une case, toi. Après, dans les interviews où on te parle toujours d'écologie, t'en as pas marre ? C'est une vraie question que je me suis posée ce matin. Je me suis dit, mais il doit en avoir ras-le-bol, en fait, qu'on lui parle d'écologie. Non, parce que je pense que j'en aurai ras-le-bol quand ça sera devenu banal. Et malheureusement, on est très loin du compte.
Donc voilà. Et puis après, pour rebondir un petit peu sur sur l'épisode, euh, et ben, tu vois, on essaye un petit peu de se différencier aussi par rapport au film où on parlait vraiment avec le mot écologique assez frontal. Là, par exemple, voilà, dans l'épisode, on parle plus de performance. Et, euh, et tu vois, je trouve ça chouette parce que bah, y a des personnes comme toi qui trouvent qu'on change notre aspect de la vision de la performance pour coller à nos valeurs écologiques. Mais ça peut être, si tu le prends aussi dans un autre sens, ça peut juste être se poser la question de, dans le ski, on a juste toujours noté la descente et on n'a jamais pris en compte la montée. Et de la même manière qu'en alpinisme, on a toujours noté la montée, jamais regardé la descente. Et finalement, on parle toujours d'évolution dans nos sports, on parle de progrès dans nos sociétés. Et si tu sors du côté écologique, ben voilà, tu peux aussi te dire que nous, on arrive à un moment où on se dit qu'on a envie de faire évoluer nos sports de la manière dont on le souhaite. Et voilà, vu que vu qu'on n'a pas envie de sauter plus gros, sauter plus loin, sauter plus vite, et ben on se dit que peut-être que la nouvelle manière de pratiquer nos sports, c'est juste de le faire dans une globalité plus importante que juste une descente. C'est hyper intéressant. Et justement, toi, comment tu le vois, le free-ski dans 50 ans ou 100 ans? Si on a encore de la neige. J'aurais presque dit il y aura plus de ski dans 50 ans, mais non, moi je pense que à l'heure actuelle, de par les rencontres que je fais, j'aimerais bien que ça soit quelque chose qui soit plus porté sur l'art que la performance sportive. Et voilà, on en parlait encore il y a pas longtemps avec Fabien Mayerhofer. Euh, que voilà, il y a lui, quand il était dans les grosses années du freestyle, il fallait être très propre avec des grabs, avec des figures assez stylées, de l'amplitude, etc. Et aujourd'hui, dans le free ski, alors je passe pas du freestyle, mais je parle plus du freeride, on est plus dans un moment où il faut sauter loin, haut, faire le plus de rotation, mais on parle pas de style, de propreté, d'amplitude. Et voilà, moi, je pense, j'aimerais bien que le freeski il revienne un petit peu dans cette direction-là, où on essaye de faire des choses classe et pas des choses seulement grosses. Ok. Est-ce que tu as fait la fresque du climat hier aux rencontres? Alors, je l'ai fait sans la faire, parce Ok. que donc j'étais présent, mais plus en tant qu'observateur, parce que j'avais déjà fait une fresque du climat, et puis je suis déjà aussi en converti. Donc, entre guillemets, j'ai laissé ma place à ceux qui étaient curieux de découvrir l'atelier. Mais par contre, j'étais là parce que je veux prendre de l'expérience et comprendre un petit peu plus le message profond pour peut-être, pourquoi pas un jour, en faire aussi moi. Ok. Et justement, vous avez des grosses influences là en tant que sportif de haut niveau sur les réseaux sociaux, donc vous avez vos propres médias en fait. Euh, Comment est-ce que toi tu réfléchis le message que tu fais passer? Tu vois, tu parlais tout à l'heure de manière de dire, de pas utiliser les bons mots. Tu vois, comment est-ce que du coup c'est quoi ton leitmotiv à toi? Alors moi, je suis très mauvais avec tous ces réseaux sociaux. Et je suis très mauvais et je pense assez maladroit parfois. Non, voilà, moi j'essaye de dire ce que je pense. Après, forcément, bah, il y a des manières de le dire et ça, ben, moi je suis en train de l'apprendre. Voilà, je pense que moi je suis assez franc et cash et parfois un peu trop. Et je pense que voilà, utiliser ces réseaux sociaux pour interpeller et peut-être moins pour provoquer, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Et voilà, je pense que à ma très 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 petite échelle, ben, je pense que ça marche parce que les gens qui sont autour de moi, des fois, je me dis, ah tiens, je vais parler de ce sujet, puis on verra. Et puis finalement, la majorité du temps, c'est tout le temps des gens qui disent, ah mais je suis content qu'il y ait des athlètes qui prennent position là-dessus parce que c'est vrai que c'est plus facile parfois de se cacher derrière la couverture. Et vu qu'on a aussi des contradictions énormes avec les marques, la société de consommation, etc. Donc c'est vrai que c'est des statuts qui sont pas toujours évidents à tenir, mais je pense que c'est quand même important d'être droit dans ses bottes. Ouais. C'est des gens qui ont notre âge qui te disent qu'ils sont contents, ou c'est des gens qui sont de l'âge de nos parents? Alors moi je vais te répondre en ayant juste regardé les stats YouTube et Instagram, mais moi c'est plus tu sais, ils décomposent en deux tranches d'âge, mais moi c'est 24 35 et 35 45 plus les gens qui me suivent Ok. bizarrement, donc c'est vraiment des gens qui ont le même âge que moi, voire plus vieux.
Et moi, j'intéresse très, très, très peu les jeunes. Ouais. Mais parce que tu vois, moi je trouve que c'est dur quand on a grandi dans le milieu du ski. C'est hyper dur de prendre ces positions-là, tu vois. Bah, exactement. Bah, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on rentre dans le paradigme de la station de ski où bah, voilà, chaque année, le prix de l'immobilier, il fait plus 20%. Si tu réfléchis pas et que tu restes dans le mood, bah, tu dis, bah, ouais, là, je viens d'acheter un commerce, n'importe quoi, ma maison, ce que tu veux, à 10 000 € le mètre carré. Donc oui, il faut que les Anglais ils continuent à venir en avion et je m'en cogne parce que eux, ils ont un pouvoir d'achat de ouf. Et une fois que les Anglais viendront plus, bah, oui, c'est cool qu'il y ait un Club Med parce qu'eux, ils s'attaquent aux Brésiliens et du coup, ils ont, enfin, tu vois, parce que toi, tu as investi tes cacahuètes là et il faut qu'elles reviennent parce que sinon, tu remplis pas le frigo. Donc effectivement, la population est dans un carcan assez serré, mais en fait, si tu ouvres les yeux, tu te rends compte que le mur, il est vraiment pas loin. Et en fait, du coup, la question, c'est est-ce qu'on continue comme ça et on prend le mur plein fer, ou est-ce qu'on essaye de amorcer un virage pour prendre le mur, on va le prendre dans tous les cas, mais pour le prendre un petit peu plus avec un angle différent que plein face, quoi. Voilà, moi j'aime vraiment cette image de curseur. Et voilà, aujourd'hui on a un curseur qui est vraiment droit vers le mur. Et voilà, il faut qu'on choisisse la direction qu'on prend. Tu vois, alors je peux donner des exemples concrets, puisque en plus c'était chouette, on en a parlé hier au Palais des Sports. Mais voilà, pour parler des retenues collinaires, des extensions de domaines skiables, etc. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est à un stade de développement des stations de ski que si on enlève 3 remontées mécaniques et par station de ski et qu'on arrête les projets de retenue collinaire, ça va rien changer au business dans les 10 prochaines années, c'est une certitude. C'est pas parce que tu as enlevé trois télésièges que, que, que tu vas couler la station de ski. Et par contre, la nature à côté, ça va lui donner quand même un bol d'air. Et en plus, c'est ultra symbolique, quoi. Et donc, en faisant des actions comme ça, ben, on commence à, à tourner le curseur, quoi. Et voilà, après, il y a des enjeux politiques. On a rencontré le maire de Grenoble hier. Je suis tombé vraiment sur le cul par les mots qu'il avait en parlant du réchauffement climatique, quoi. J'ai fait, mais j'ai jamais entendu un politique qui avait les mots justes comme ça, quoi. Alors, soit il nous a endormis, mais je pense pas. Et voilà, je pense qu'il y a des gens comme lui, à son échelle, et ben voilà, ils essayent de tirer le curseur, à mon sens, du bon côté. Et voilà, après, des idées, il y en a plein, hein. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'immobilier, c'est le casse-croûte. Et ça, c'est pas toi et moi qui pouvons le changer, c'est les politiques. Donc voilà. Moi, en écoutant Mathieu Navillo parler la dernière fois, je me disais, mais en fait, il y a des lobbies pharmaceutiques à Bruxelles, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des lobbies de sportifs et de sportives qui, en fait, discutent avec les politiques et qui se forment sur ces enjeux-là? Et parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que même si les politiques, ils ont compris les enjeux, en fait, ils représentent pas ce pourquoi on les élit. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, j'ai presque l'impression qu'il faut des lobbies de gens d'influence. Ben, en fait, les politiques à l'heure actuelle, c'est en tout cas en station. Je te parle comme je le ressens, c'est des lobbies en eux-mêmes. Voilà. Et pour répondre à ta question, qui sont dans la direction que on connaît, bien évidemment, donc dans le développement économique tout azimut. Et oui, aujourd'hui, pour moi, il y a des lobbies qui essayent d'allumer des signaux. C'est les associations. Et voilà, on peut en citer plein. Il y a Mountain Wilderness, il y a Mountain Riders. Je crois que je sais plus quand ça a été créé, Mountain Wilderness, mais j'ai appris hier qu'il y avait 1800 adhérents en France, donc c'est quand même pas rien. Mais ça reste minime. 1800 adhérents en France, si on regarde juste le CAF d'Annecy, c'est 2400 adhérents. Donc, tu vois, je te laisse faire un ratio. Voilà, il y a Mountain Riders qui s'est créé en 2007. Plus récemment, il y a une association dont laquelle moi je suis vachement investi, qui s'appelle Protector Winter. Et voilà, moi je peux parler plus de Protector Winter vu que je suis investi dedans. Leur boulot à eux, c'est justement d'aller voir les politiques et de leur dire, les gars, regardez, il y a une communauté qui pense que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Nous, on connaît des outils, etc. Et pour parler par exemple d'exemples concrets, en ce moment, ils sont en train de travailler avec la Coupe du Monde là, qui va avoir lieu à Courchevel-Méribel. Et donc, on sait tous l'impact d'un tel événement. Et eux, ils sont juste en train de mettre en place un réseau de mobilité douce, donc train, bus, etc., pour aller voir la Coupe du Monde. Donc, il va y avoir beaucoup plus de trains et de bus pendant cette période qui vont monter là-haut. Et donc, c'est
en grande partie grâce à cette association. Et donc pour moi, voilà, c'est quand même un travail de lobbyisme, on peut le voir dans ce sens-là, mais qui a besoin d'être soutenu et voilà. Ah, mais c'est hyper important en vrai, hein, parce que je pense que c'est par là qu'on changera les choses en fait. Hein. Ben ouais, les choses, à mes yeux, après, elles changeront par le bas parce que le politique, lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir et des pépettes. Et il s'en moque du reste. Mais par contre, si la majorité de la population, elle lui dit moi, je te donne le pouvoir si tu fais les choses dans ce sens-là, et ben, c'est comme ça que ça changera. Après, c'est mon modeste point de vue. Et je prétends pas que ce soit le bon. Parlons de choses plus réjouissantes. Hier, tu as montré le premier épisode de Conscience. C'était un épisode effectivement sur la performance. Est-ce que tu sais déjà combien il y aura d'épisodes et quand ils seront diffusés ? Ouais, exactement. Alors donc voilà, on a transformé le film en série. Donc la suite du film, c'est une série pour repartir un petit peu de la base. Donc voilà, ce qui nous permet de continuer à aller rencontrer des protagonistes, de parler de sujets différents et sans être bridé dans un carcan de temps, de thématiques qu'un film impose. Donc voilà. Donc la série va sortir début décembre sur ma chaîne YouTube, donc Gaëtan Gaudissart. Et donc il y aura entre 6 et 8 épisodes. Ça dépendra de la météo. Mais par contre, dès qu'on aura commencé à sortir la série, ce sera tous les 15 jours. Voilà, donc c'est entre 6 et 8 épisodes sur YouTube de décembre à mars. Trop bien, ok. Voilà. Et alors, quel sujet tu vas aborder Et ben donc on a le premier sujet donc sur la performance. On a un autre sujet pour parler de réchauffement climatique, donc qui se fait encore aussi avec Mathieu. En fait, lui, il est météorologue à Météo Suisse. Et donc, on parle vraiment, cette fois-ci, beaucoup plus concrètement, quels sont les impacts du réchauffement climatique sur nos pratiques. Voilà, à telle altitude, ça va être comme ci, à telle altitude, ça va être comme ça. C'est quelque chose qui me tenait assez à cœur. Après, on a des sujets qui sont beaucoup plus poétiques, j'ai envie de dire. Par exemple, avec Paul Bonhomme, où on retombe sur ce que je te disais tout à l'heure, où lui, voilà, il dit... il se pose la question de quelle aurait été l'évolution du sport si au lieu de mettre l'alpinisme au ministère des Sports, ça serait au ministère de la Culture. Donc voilà, ça revient à ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. Comment on pratiquerait nos sports si ça ne serait pas un sport, si ça serait un art. Voilà, on a aussi des visions avec François Aden, on va échanger sur voilà, lui il est à la fois trailer. Son métier à la base c'est d'être trailer, mais il habite dans le Beaufortin, donc comment il a fait pour s'adapter à ça? Il a décidé plutôt que de l'été d'aller courir à Taïwan ou en Espagne ou je sais pas où, il a décidé de faire du ski de rando. Donc voilà, c'est comme ça que, en s'adaptant en fait à son environnement, aujourd'hui il fait du ski alpinisme et voilà, on a pas mal de personnalités comme ça, aussi peut-être extra sportives, avec peut-être voilà, d'autres personnalités extra-sportives dont j'ai pas envie de dévoiler le nom aujourd'hui. Ah, tu nous teases, Je garde le tu secret. Tu nous teases. Mais voilà, il y a du beau monde et des beaux sujets. Trop bien. Eh ben, merci infiniment en tout cas d'avoir accepté cette invitation, c'était trop cool. Un mot de la fin ? Fin. Excellent. Merci beaucoup. J'avais pas d'idée. Merci beaucoup Gaëtan. Merci à toi. Le camp de base épisode 23 avec Gaëtan Gaudissart, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, envoyez le lien à un ou une amie. Je vous donne rendez-vous le 13 mars pour la diffusion d'un nouvel épisode du camp de base. Nous irons ensemble à la rencontre d'Alicia Sancy. Elle me parlera de son aventure en Himalaya avec Marion Aerti et on continuera à parler films et images en montagne. Et pour garder le contact d'ici là, retrouvez le camp de base sur Instagram, LinkedIn, Twitter et inscrivez-vous à l'Ascension. C'est la newsletter bimensuelle du podcast. À très vite dans le camp de base. Rencontre au sommet.